Manaono! Je suis Saint-Match et je vais vous emmener avec moi en voyage sur une île magique et magnifique que vous devez connaître de toute urgence, Madagascar. Originaire de cette belle île, située dans l'océan Indien, j'ai pris conscience que notre jeune génération malgache connaissait peu ou pas notre pays, nos cultures, voire l'histoire de Madagascar. J'ai donc décidé de lancer ce podcast, nouveau média en vogue qui ne nécessite ni lecture ni visualisation pour vous faire découvrir tout ce que j'estime nécessaire pour enrichir notre savoir sur ce pays. Bonne écoute! Ma prochaine invitée m'a laissée admirative, et ce dès nos premiers échanges. Lilia a 30 ans et vit à Tana avec sa petite famille. Souriante, dynamique et vraiment attachée à Mada, elle en parle comme d'un premier amour. Lilia a 30 ans et dirige une entreprise spécialisée dans la construction de villas pour étrangers à Madagascar. Après un long séjour en Occident, elle décide de revenir au pays pour apporter de la valeur. Et c'est là que ça devient intéressant, bien sûr. Rares sont ceux qui retournent au pays, surtout quand on a bien vadrouillé comme Lilia. Vous vous demandez donc comment a-t-elle vécu ce choc culturel du retour au tout début? Eh bien, comme vous pouvez l'imaginer, très mal. Mais cela n'a pas suffi à la décourager. Après avoir rongé sa tristesse et nostalgie de l'Occident, elle est persuadée qu'elle a quelque chose à apporter au pays et elle le fait. Vous trouverez peut-être ma réflexion limitée, mais je peux vous dire que de nombreux Malagasy ne retournent plus à Mada après avoir vu le confort ailleurs. Pourtant, Lilia est à fond et donne tout pour, comme elle le dit, ne pas regretter. Lors de cet épisode, vous allez découvrir une jeune femme ambitieuse, intelligente et peut-être même rêveuse qui aujourd'hui s'épanouit totalement à Mada. Mais la question est, pour combien de temps? Je vous laisse désormais écouter ma conversation avec Lilia. Bonne écoute. Bonjour Lilia, comment vas-tu? Salut! Salut, ça va très bien. Donc aujourd'hui déjà, on va parler de ton parcours. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Donc l'idée c'est que tu nous parles un peu de ta vie à Madagascar en tant qu'entrepreneur parce que tu as fondé une jolie entreprise et que tu nous parles un peu de tes ambitions pour Madagascar. Donc si tu veux bien, j'aimerais que tu commences par te présenter aux auditeurs. Oui, donc moi c'est Lilia, j'ai 30 ans, j'ai une petite fille qui a maintenant 9 mois. Je suis arrivée à Mada il y a 6 ans, juste après mes études. Et j'avais fondé cette entreprise avec mes parents qui s'appelle aujourd'hui Ivana et qui fait de la construction de villas individuelles pour des personnes qui habitent à l'étranger. Voilà, que dire de plus? Non, bah si c'est ta présentation, c'est top. Donc avant de reparler un peu de ton entreprise, j'aimerais qu'on reparte du début parce que tu as eu une vie pleine de voyages et remplie de découvertes. Donc ce serait vraiment top que tu partages avec nous ces aventures. Donc déjà, tu as grandi d'abord à Madagascar, c'est ça? Tu es allé jusqu'au lycée en fait à Mada. Ouais, j'ai grandi à Mada. J'ai jamais quitté vraiment Mada jusqu'à mon bac. Et donc le seul pays que j'ai connu, ça a toujours été Mada, du coup de toute mon enfance. D'accord. Ensuite, je suis partie après le bac à 17 ans. Je suis partie à Paris pour faire des études de communication. D'accord. Je suis restée à Paris pendant 2 ans. Okay. Et j'avais déjà envie de voir un peu d'autres pays. Je voulais revoir du soleil aussi. Donc, je suis partie en Australie pendant 1 an pour continuer mes études. Ouais, c'était vraiment sympa. Je me suis fait vraiment beaucoup d'amis là-bas. J'ai découvert un autre pays vraiment, à l'opposé de Paris. Je me suis dit, je vais m'arrêter aussi mon chemin. Je vais partir dans un autre pays. Et je suis partie aux États-Unis. J'ai fait 6 mois à Chicago. D'accord. Et ensuite, j'ai fait 6 mois à Londres pour finir mes études en master en stratégie des marques. Et c'était facile ou pas de partir comme ça et d'annoncer à tes parents que tu pars? Parce que je sais que parfois, quand on annonce aux parents, surtout aux parents du pays, si on peut dire, de quitter un peu le nid familial si tôt,
c'est pas toujours facile. Toi, ça s'est passé comment, cette annonce de je quitte tout, je pars découvrir le monde? Ouais, ouais, ça a été bon, ça a été plus simple que je ne le pensais parce que moi, je m'imagine déjà qu'ils allaient être très très fermés à cette idée-là. Mhm. Mais j'avais un peu préparé mon coup, donc depuis la classe de troisième, je savais que je voulais partir. D'accord, Et une fois que j'ai eu mon bac, j'ai fait des petites recherches sur Internet sur l'école où je voulais aller, parce que je voulais d'accord, absolument faire la publicité. C'était mon obsession du moment. d'accord. Et donc, j'ai convoqué ma mère à un entretien. Je lui ai vraiment, en fait, je lui ai envoyé un texto et je lui ai dit, est-ce que je peux te parler lundi à 14h, un truc comme ça. D'accord, Et une réunion, quoi. une réunion dans ma chambre. Et j'ai sorti mon ordi et puis je lui ai proposé, enfin, je lui ai montré, je lui ai fait une petite présentation PowerPoint de mon projet de vie. Ok. Et elle m'a écoutée, ça a duré 20 bonnes minutes. Elle était vraiment très très surprise parce que c'est vrai que j'en avais jamais parlé et que j'avais vraiment attendu ce moment-là pour en parler. Mhm. Et je pense qu'elle a été convaincue. Elle a vu que c'était quand même assez sérieux et elle a vu que bon, à la fin, la dernière diapositive, c'était que j'allais rentrer à Mada. Donc elle était assez rassurée. D'accord. Et c'est elle qui ensuite a parlé à mon père, qui après, je pense, plusieurs nuits à discuter, j'imagine, pour eux sur l'oreiller, il a fini par dire oui. D'accord, ok. Bon, bah, c'est top. Et comment avant de partir, étant donné que tu n'avais jamais quitté Mada, tu avais quelle image de la France, et après, surtout, quel a été le choc quand tu es arrivée? Ouais, donc la France, pour moi, c'est ce que je voyais à la télé, dans les clips. À cette époque, c'était des clips de Chaim Ouais, et de, exact. je sais plus c'était qui à cette époque, mais c'est ça, je connaissais de Paris, ce genre de choses. D'accord. Et, euh, et donc j'avais qu'une hâte, évidemment, c'était d'y aller parce que c'est un monde complètement différent. Mhm. Ça n'a rien à voir avec Mada. Enfin, pour moi, c'était un monde parallèle, quoi. Donc je suis arrivée là-bas. Et effectivement, j'étais déjà surprise d'arriver à l'aéroport parce que c'est grand, il y a des panneaux, tout est écrit. Euh, voilà, ça prend pas du tout de temps, ça prend 30 minutes pour sortir max, alors que Ouais. Mada, à cette époque, on devait mettre, je pense, 3 heures entre le tarmac et le parking d'Ivat. Oh mon Dieu. Mais donc Ouais. ouais, j'étais super surprise de mon parcours à l'aéroport. Ensuite, après, on passe par la ville, évidemment. C'était génial de voir Paris la nuit et Mhm. de découvrir cet autre monde que je soupçonnais même pas que ça pouvait exister. Ouais, non, mais j'imagine. Et du coup, ta vie étudiante, comment tu l'as vécue, que ce soit en France, en Australie ou à Chicago ou à Londres? Euh, Finalement, tu as eu une vie un peu. Est-ce que tu es sortie? Est-ce que tu avais un peu le monde de la nuit ou pas du tout? Tu es resté strict avec les codes de tes parents? Ouais, au début, c'est vrai que mes parents, ils avaient peur pour moi parce que Mhm, j'étais bien sûr. encore une ado. Je pense que j'étais pas encore majeure quand je suis arrivée à Paris. Mhm, Et ils avaient peur pour moi. Pour eux, je devais vivre vraiment, vraiment en ermite. Je devais être cachée chez moi, être entre l'école et la maison. d'accord. Bon, ce qu'évidemment, j'ai pas fait. Du coup, je me suis fait des amis, je suis sortie. Alors moi, de toute façon, moi, je suis pas très monde de la nuit, les boîtes, tout ça, Ok. ça m'a jamais vraiment intéressée. Mais il y avait beaucoup de choses que j'ai adoré faire, me promener dans des parcs, découvrir des bibliothèques, Mhm. des magasins surtout. Ça, c'était un gros choc. Le Je savais pas shopping. qu'il y avait autant de possibilités d'acheter quelque chose. Je savais pas qu'il y en avait autant. Donc ouais, c'est un autre monde que j'ai vraiment profité pour l'explorer. Quand j'ai voyagé, j'ai beaucoup exploré aussi les villes où j'étais. D'accord. Donc je me suis pas du tout ennuyée. J'ai fait vraiment, j'ai essayé de faire du max que je pouvais des moments que je passais à l'étranger, quoi. D'accord. Et tes amis, globalement, t'as rencontré des Malgaches ou pas du tout? J'ai rencontré beaucoup de Malgaches à Paris, évidemment. Et D'accord. d'ailleurs, mon premier cercle d'amis à Paris était des Malgaches, enfin, sont des Mhm. Malgaches. Ce sont toujours mes amis jusqu'à maintenant, des amis super, super proches. Donc, d'ailleurs, certains sont rentrés en même temps que moi et voilà, on est toujours aussi amis. Mhm. Et ensuite, quand j'ai fait mes voyages, évidemment, c'était plus compliqué de trouver des Malgaches.
Ouais. Pour ne pas dire, on n'avait quasiment pas. Moi, ça aussi, j'en ai trouvé, mais ça se comptait sur les doigts de la main. Donc, je me suis fait des amis de plein d'autres nationalités, avec des Françaises, avec des Brésiliens, des Asiatiques, enfin bref. J'ai connu toutes sortes de personnes, quoi. D'accord, parfait. Et donc tu décides ensuite, après Londres, de rentrer à Mada. Avant de rentrer, déjà, toi, quand tu faisais un peu le récap de tous tes voyages, puisque je suis convaincue que les voyages, ça change les gens, ça ouvre ton esprit, tu t'ouvres à d'autres cultures, puis tu t'apprends à te connaître aussi. Toi, ça t'a apporté quoi, tous ces voyages que tu as fait durant ta vie étudiante? Alors moi, je trouve que ça m'a apporté énormément de force intérieure que je ne soupçonnais pas avant, parce que se retrouver à chaque fois toute seule dans un pays, à devoir tout refaire de zéro, avoir de nouvelles bases, se faire de nouveaux amis à chaque fois, c'est vrai que au final, ça commençait à être un peu, je vais pas dire éreintant, mais ça commençait déjà un peu à me peser au fait de ne pas avoir de repères et de devoir tout refaire à zéro à chaque fois. D'accord. Mais ça m'a donné vraiment une sorte de résilience au fait, et un énorme sens de la débrouillardise, quoi. Et le fait de pouvoir s'adapter dans différents environnements, ça a été vraiment game changing pour moi, quoi. Ouais. Du coup, tu as une force d'adaptabilité qui doit être très, très, très élevée, parce que passer de la culture française à l'Australie, aux États-Unis, à l'Angleterre, chapeau. Et une fois à Mada, c'est une nouvelle Lilia, je suis sûre qu'on a rencontrée. Comment t'étais face au nouveau choc culturel, mais du coup de ton pays natal? Comment ça s'est passé? Alors, choc culturel, j'en avais pas tant que ça, parce que moi, je revenais assez souvent. D'accord. Je revenais assez souvent à Mada, donc j'ai jamais vraiment été déracinée au fait de Mada. Mais c'est vrai qu'une fois que je suis entrée dans la vie active, c'est là que ça a été un peu plus compliqué, parce qu'il y a des manières de faire que j'ai trouvées ici qui me semblaient totalement. Enfin, pour moi, c'était même pas possible qu'on puisse avoir autant de. C'est pas du laisser aller, on va dire du flegme, quoi. tout, tout est important et rien n'est important à la fois. C'est une sorte de. Je vais pas dire le mot amour, mais je vais plutôt dire que c'est. Personne n'est pressé, n'est particulièrement pressé de réaliser quoi que ce soit très très vite, quoi. D'accord. Ce qui n'est pas un défaut en soi, je pense que juste que c'est un trait de caractère. Et c'est vrai que j'ai eu du mal à m'adapter au fait qu'on n'ait pas les mêmes visions sur la ponctualité, sur les résultats, etc. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte au fait que c'est juste un état d'esprit qui est différent et qui n'est pas forcément mauvais, et qui finalement était hyper complémentaire avec l'état d'esprit que moi j'avais. Donc, je pense que les deux mis ensemble, ça fait quand même une vie assez sympa. Où c'est vrai qu'on a envie d'être performant, c'est vrai qu'on a envie de faire des choses, mais on s'éloigne pas non plus de l'essentiel, quoi. On se laisse pas bouffer par tout le temps être en train de vouloir accomplir des choses. Enfin voilà. D'accord. Enfin, je dis ça, j'habite à Tana, qui est qui est une société quand même où on se regarde le plus, on se met tous en concurrence. Mais en vrai, je pense que c'est assez contradictoire, c'est vrai ce que je dis par rapport à la société malgache. Mais au final, quand on travaille vraiment et qu'on fait vraiment les choses, au bout du compte, c'est ça, quoi. D'accord. Là, on sent déjà. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Si, ça a beaucoup de sens. On sent déjà que tu es en train de parler en tant que entrepreneuse, donc on va directement sauter dans le sujet, parce qu'en rentrant en Mada, toi tu m'as dit quand on préparait l'épisode que pour toi c'était important d'apporter de la valeur au pays, et donc tu as décidé de fonder une boîte. Déjà, je voulais savoir, est-ce que c'est facile de revenir, fonder une entreprise? Comment tu as eu l'idée? Comment ça s'est passé? Parce que l'entrepreneuriat, maintenant, on en parle beaucoup. C'est un peu un truc de notre génération, que ce soit génération millennials ou Z.
On a tous envie d'être entrepreneurs, on veut tous un peu, entre guillemets, changer le monde. Comment tu as eu l'idée du concept déjà et ensuite comment tu l'as mis en marche? Alors, j'ai eu l'idée du concept un peu par hasard, au fait, enfin, même pas par hasard, c'était un peu par nécessité. Parce que au début, quand on avait commencé le projet, c'était un programme immobilier, et donc il fallait vendre des maisons. Et moi, j'avais pas vraiment choisi ce métier-là, mais c'est juste que j'ai sauté sur l'opportunité. Je me suis dit, je vais faire ça le temps que ça prendra, et puis je ferai autre chose peut-être. Et du coup, au fur et à mesure où je me suis plongée dans la commercialisation de maisons, j'ai eu l'idée d'aller en France pour pourquoi pas présenter ça à des gens de la diaspora, mais vraiment comme ça, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Ouais. C'était vraiment dans un sens pourquoi pas. D'accord. Et c'est en parlant avec des personnes qui étaient intéressées où je me suis dit que vraiment, en fait, il y a une demande. Et je ne savais pas qu'autant de personnes de la diaspora construisaient à Madagascar, enfin à distance. Et je ne savais pas que pour eux, c'était aussi difficile. Donc, première étape, je suis allée là-bas. J'avais conclu une vente, je crois. Et j'ai fait ça grâce au JPM, d'ailleurs. Si je ne sais pas s'il m'écoute, coucou le JPM. et ensuite, je suis revenue un an après. Où je voulais faire ça de manière un peu plus structurée, où j'avais vraiment planifié des rendez-vous et les gens venaient en rendez-vous. J'avais une centaine de rendez-vous à faire en un mois. Et évidemment, pour moi, c'était la grosse claque parce que j'ai vu à quel point les gens étaient super, super méfiants, qu'ils avaient du mal à se dire que quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas et qui venait d'arriver comme ça allait leur dire qu'ils allaient faire leur maison, quoi. Donc là, j'ai compris en écoutant. C'est vraiment en écoutant les gens et en écoutant ce dont ils avaient besoin, quelles étaient leurs craintes, leurs motivations. C'est là que j'ai vraiment compris ce qu'il fallait que je fasse et comment est-ce que je pouvais apporter de la valeur. D'accord. Donc voilà, en écoutant un peu ce que tout le monde me disait, il y avait des choses qui étaient hyper négatives, il y avait des choses un peu positives, mais au fait, l'essentiel de ce que j'ai écouté, c'était qu'il y a eu une opportunité à saisir. Et que j'avais envie de le faire, quoi. Voilà, et j'avais envie de le faire un peu je vais dire par orgueil, parce que c'est vrai que avec tous les rendez-vous que j'ai eus, c'était vraiment il faut pas avoir beaucoup d'ego quand on fait ce genre de choses. Donc c'était vraiment une grosse claque. Donc moi j'avais envie de dire bon je vais montrer qu'en fait ce que c'est possible et que et que enfin j'y croyais super fort parce que moi je vivais ici. Je savais ce qu'on pouvait faire. J'arrivais maintenant à comprendre comment le faire. Et maintenant, il suffisait de trouver des clients pour donner de l'argent pour le faire, quoi. Bien sûr. Et donc voilà comment ça. Ouais, voilà. Ça a pas. Enfin voilà comment ça s'est enchaîné, quoi. D'accord. Et donc après, une fois que tu as eu, t'as conclu ta première vente, tu retournes à Mada, etc. Là, j'imagine qu'il faut que tu embauches des gens qui travaillent avec toi. Et là, comment ça se passe? Pareil, le recrutement, tu sélectionnes des candidats, faut que tu trouves des gens qui travaillent avec toi en bureau, mais aussi sur le terrain. Est-ce que c'est facile ou pas? C'est plein de petites questions que moi, par exemple, je me pose. Comment ça s'est passé cette période de recrutement massif? Alors, pas massif, on n'est pas à 1000 là, pour le moment, on n'est même pas 100. C'est déjà beaucoup, hein? Là, on est 7 au bureau. Mais au début de mes histoires de recrutement, ça a été. J'avoue que j'étais quand même assez naïve au début. J'étais très, très naïve quand j'ai commencé. Et quand je suis arrivée, pour moi, c'était tout tracé. Je me disais juste, voilà comment je vais faire. J'ai posté une annonce, je vais trouver des gens, je vais les embaucher, ça va marcher. Pour moi, c'était aussi simple que ça. D'accord. Mais après, amener les gens à avoir les résultats voulus, je pense que c'est vraiment la mission de toute une vie d'entrepreneur. Je n'ai pas trouvé la solution et je ne pense pas que quelqu'un peut aujourd'hui se targuer de dire qu'ils ont trouvé la solution ultime. On écrit des milliers de livres là-dessus, des milliers d'articles, on n'a toujours pas trouvé la solution. Et je pense que ça s'applique aussi à Mada. Ce n'est pas une question de personnes, parce que ici, il faut pas se voiler la face. Il n'y a pas les mêmes formations qu'il y a en France. Il n'y a pas les mêmes infrastructures qu'il y a en France. Donc, il n'y a forcément pas le même
je vais dire, le niveau technique qu'il y a en France. Mhm. Même si c'est déjà pas mal. Je parle de niveau technique sur beaucoup de filières qui n'existent pas en France. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, tout ce qui est un Si. peu communication, tout Oui, ce qui est oui. marketing, Les tout ça. nouveaux métiers un Mais peu qui permettent de faire ouais, parler de les la nouveaux métiers marque, diffuser la sont... notoriété. Ouais, exactement. Mm. Ouais. J'ai mis beaucoup de temps à trouver. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé. D'accord. Mais voilà, je travaille avec des freelances qui le font très très bien. Ça aussi, c'est une des plaies aussi ici à Madage, qui sont vraiment doués. Au fait, tu peux pas les embaucher, ils le font eux-mêmes. Donc c'est un très grand problème que tous mes confrères entrepreneurs auxquels on est confrontés. Donc pour tout ce qui est fonctions classiques comme la finance, la comptabilité, l'ingénierat, les choses comme ça, il y a beaucoup de personnes qui font ça très très bien. Maintenant, les autres choses un peu plus soft skills, etc., ça c'est un peu plus compliqué. Mais ce qu'on recherche, c'est des gens qui sont sérieux, qui sont motivés, qui sont autonomes. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ont le bon état d'esprit. Et je pense qu'il faut juste être patient et ne pas se jeter sur la première personne venue, se dire qu'on a absolument besoin de m'embaucher et embaucher n'importe qui. Je pense qu'il faut de la patience là-dedans et être très indulgent sur ces résultats et se dire qu'on ne va pas forcément trouver tout de suite, peut-être prendre plusieurs mois avant de trouver la bonne personne, mais au moins on aura de bonnes bases, quoi. Et toi, le temps moyen, par exemple, pour combler un poste, globalement, c'est combien de temps entre le moment où tu diffuses, on va dire, l'annonce et le moment où tu contractes vraiment la personne? Moi, je mets en moyenne 8 mois, 9 mois, pour des postes vraiment stratégiques. D'accord. Et après, pour des postes un peu plus opérationnels, ça va très vite. Ça peut être 2 mois, ça peut être 1 mois. Des fois, ça peut être 3 jours. C'est vraiment beaucoup de chance et que je suis tombée sur une perle rare. Mais ça dépend vraiment. Mais comme je disais, les postes les plus importants qui peuvent vraiment faire avancer la boîte, qui sont vraiment la valeur ajoutée de la boîte, il faut vraiment se donner le temps de les embaucher, quoi. D'accord, parfait. Et aujourd'hui, donc, comme tu dis, vous êtes une dizaine déjà. Est-ce que tu estimes que tu es déjà dans une routine par rapport à la boîte? Ça fonctionne déjà bien ou ou alors tu es encore à l'étape construction de la marque, notoriété? Tu es à quelle étape à peu près pour situer un peu ton entreprise? Alors nous, ça fait 6 ans. Donc je peux dire quand même qu'on a atteint quand même un cap où on n'est plus en train de se poser la question sur est-ce que ça marche, est-ce qu'on va trouver des clients, est-ce qu'on va payer les salaires, est-ce que donc ça c'est des choses c'est des grosses questions qui arrivent au début, c'est des grands questionnements qui sont difficiles et des étapes qui sont difficiles. Maintenant on a passé ce cap, mais je peux pas dire non plus que ça y est, je vais acheter mon yacht aux îles Canaries, quoi. D'accord. Non, moi, je pense que nous, on est dans une phase où on a un grand besoin parce qu'on a vraiment les bases maintenant de notre entreprise, on a besoin d'étendre un peu plus et d'appuyer sur l'accélérateur. Et là, on est prêt pour ça. Je pense que là, on est prêt pour ça. On est à cette étape-là. D'accord, parfait. Et toi, tu te sens comment dans ton rôle? Parce que maintenant, ça fait 6 ans que tu as lancé ta boîte. Par rapport à la Lilia il y a 6 ans, quand elle est rentrée de Londres et qu'elle avait plein de projets en tête. Et aujourd'hui, maintenant, la Lilia, face à la culture malgache, à la tête de sa boîte, t'es dans quel état d'esprit? Ouais, donc l'état d'esprit où je suis maintenant, je suis beaucoup moins naïve qu'avant, parce que c'est vrai qu'en arrivant, je voulais... voilà, comme toutes les personnes qui rentrent, je me disais que j'allais changer Mada et que j'allais faire de grandes choses et que ça va être la révolution, quoi. Bien sûr. C'est ce que je me disais au début. Après, j'ai pas perdu de cette flamme, mais je suis un peu plus prudente, je suis moins naïve, je sais mieux où je mets les pieds. Donc je suis dans un état d'esprit où je sens que j'ai trouvé ma voie et je pense que j'ai trouvé ma place aussi professionnellement, personnellement. Donc c'est un peu, je vais dire, l'âge de la maturité, je sais pas, de moi comme de ma boîte. Peut-être, ouais. Et est-ce que je me vois repartir ou est-ce que je regrette cette décision? Pas du tout. Je ne me vois pas du tout partir, d'ailleurs. Je pense que je vais rester encore un bon moment à Mada et exploiter un peu cette idée, mon idée jusqu'au bout.
Donc voilà, donc là je suis très très contente, j'ai un bilan super positif du fait d'être rentrée. Je regrette pas du tout. Et si je devais refaire, je pense que je le referais 1000 fois. Non, bah c'est cool. Bah t'es hyper heureuse du coup de ta vie. Ça, Ouais, c'est oui. important. Non, mais parce qu'à nos âges, je trouve que c'est compliqué de vraiment dire j'ai trouvé ma voie, je fais le métier qui me passionne. C'est un peu ce qu'on recherche tous, tu vois, et le fait de le vivre, ça doit être magique, quoi. Donc bravo pour ça. Merci. Donc pour finir, je vais te poser 3 petites questions que je pose toujours à mes invités. Donc la première question, c'est quels sont les conseils que tu donnerais à un proche, donc un ami ou à quelqu'un de ta famille, pour qu'il vienne vivre à Mada et qu'il soit épanoui? Ah, épanoui en plus. Ce que je dirais à un proche, c'est que si l'idée lui trotte dans sa tête, c'est que c'est pas un hasard et que peut-être qu'il faut explorer cette idée. Mais une fois qu'on arrive sur Mada, quand même, il ne faut pas être naïf comme moi je l'étais et se dire que ça va se faire vite. Ça va prendre beaucoup de temps, surtout si c'est de l'entrepreneuriat. Ça va prendre pas quelques mois, mais quelques années. D'accord. C'est sûr, avec beaucoup d'écueils des choses auxquelles on ne serait pas confronté à l'étranger, comme par exemple des délestages, comme des cyclones, comme des choses comme ça. C'est un environnement, par contre, qui est hospitalier, moi je dirais. Les gens ici n'attendent que ça. Enfin, je veux dire, il n'y a personne ici qui va dire que ah, franchement, je trouve ça nul que tu sois revenu, quoi. Donc, ici, on attend vraiment des gens qui puissent apporter des choses, de la valeur avec nous. Créer des emplois, ça peut changer la vie de quelqu'un ici. À des échelles qui ne sont pas les mêmes qu'en France ou à l'étranger. Se dire qu'une fois ici, même si on traverse des moments difficiles, de toute façon, on en traversera. Je suis sûre que les gens qui sont en France ou à l'étranger ne sont pas tout le temps en train d'être au top de la forme et au-dessus, au sommet de la montagne. Mais je me dis, quitte de toute façon à avoir des épreuves dans la vie, on les aura de toute façon. Pourquoi ne pas donner un sens à tout ça, au fait? D'accord. Donc tu es plus dans l'idée d'être prêt et Ouais. Parce que apporter de la valeur au pays, au final, il y en a beaucoup qui l'ont dit dans ce podcast, tu vois. Et moi, à chaque fois, il y a un truc qui me trotte dans la tête, c'est que il y a quand même un quotidien qui n'est pas le même déjà que dans tous les pays que tu as voyagé. Peut-être des choses bêtes, tu vois, mais je me dis, bon, bah nous, on a des horaires, par exemple, pour les bus, pour les métros. On sait quand est-ce qu'il va arriver, les gens sont à l'heure. Tu vois, des petites choses où, au final, tu n'es peut-être pas assez préparé aussi quand tu te lances dans l'entrepreneuriat à tout ça, parce que déjà, tu dois t'adapter à ton nouveau rôle, tu dois fonder ta boîte, et en plus, tu dois t'adapter à cette vie. Et je trouve que c'est là que tu vois le choc culturel, c'est quand tu as des petites choses de la vie, en fait, où tu te dis, ah, ça, j'étais pas prête, tu vois, je savais pas que c'était comme ça. Et je comprends. Parce qu'en plus, c'est vrai que quand on a fondé ma boîte avec mes parents au début, quand j'étais encore avec eux, donc pour m'apprendre un peu, pour pas que je sois la fille gâtée qui soit patronne dès qu'elle arrive, ils m'ont dit, je vais faire moi-même, il faut que tu fasses toi-même les papiers de la boîte et tu vas aller dans les bureaux et tu vas faire tout ce qui est NIF, stat et tout ça. J'ai mis, je pense, 10 jours pour pouvoir sortir les papiers de la boîte. J'ai fait la queue, j'ai pris la voiture, j'étais dans les embouteillages, j'ai fait à chaque fois les allers-retours parce qu'évidemment, il manquait toujours un papier. Mais tout ça, au fait, j'avoue que j'ai pas pris ça pour des... Enfin, j'ai pas trouvé ça insurmontable parce que quelque part, je savais, pour moi, c'était... Je me dis, bon, je suis à Mada, c'est normal, quoi. C'est normal, entre guillemets. Bien sûr. Donc, moi, je pense après tout ça, effectivement, les petits détails de la vie, comme arriver à l'heure, ne pas être dans les bouchons pendant 1h30, des choses comme ça. C'est vrai que ça peut fatiguer, que ça peut, dans une journée, les choses qui s'additionnent comme ça peut être compliqué. Mais c'est jamais insurmontable. Et il y a beaucoup de choses à côté, au fait, qui rattrapent ça. Moi, le fait de pouvoir être en famille le week-end, le fait de pouvoir partir
pour des vacances dans des endroits vraiment incroyables. Le fait de pouvoir avoir un style de vie que j'aurais pas en France. Par exemple, une des questions que je me posais quand j'avais eu ma fille et que j'ai accouché, et que pour moi c'était le choc de la maternité, je me disais, mais comment ils font les gens en France pour accoucher, rentrer à la maison, faire le ménage, s'occuper du bébé et se dire qu'ils vont reprendre le boulot genre 2-3 mois après en cherchant une crèche, machin. Je me dis, mais ça aurait été impossible pour moi de faire tout ça en France. Je sais pas si j'aurais eu la force. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment, ça dépend des gens, quoi. Je pense que c'est pas tout rouge, enfin tout blanc et tout noir. Il y a beaucoup de petits détails à Mada qui sont énervants, mais ça n'empêche pas que la grosse, enfin la grande photo, je peux dire ça. Ouais. La big picture, là. Ouais, voilà. Ça n'empêche pas que le projet en général se fasse, et ça n'empêche pas que la valeur après que tu vas apporter, Bien elle sûr. soit vraiment apportée. Donc Bien sûr. c'est pas des gros problèmes comme on en avait avant, comme des grosses crises politiques où là je comprends qu'effectivement c'est pas facile. Là c'est plus le cas. Je vois pas vraiment de facteurs vraiment où je dirais genre non, c'est impossible quoi. D'accord, d'accord. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à Madagascar? Parce que tu as quand même beaucoup voyagé, tu as vu beaucoup de choses, mais il te reste quand même pas mal de pays à voir. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es encore à Mada? Non, alors à part ma boîte, mais j'avoue que ma boîte y est aussi pour beaucoup. J'en parlais en premier parce que c'est pas le plus important. Moi, je pense que j'ai pas fini ce que j'ai à faire ici. Je pense que je peux encore faire beaucoup de choses avec Ivana, que j'ai encore juste... c'est même pas le top de l'iceberg, c'est genre le tout petit flocon de neige au-dessus de l'iceberg encore que j'ai vraiment creusé par rapport à la boîte. Parce qu'on n'est pas hyper connu, et je pense que si on gagnait à être connu, ça marcherait encore mieux. D'accord. Ensuite, ma famille, évidemment, mon mari, ma fille, ça me retient beaucoup parce que moi, ma fille, j'ai envie qu'elle vive à Mada, son enfance, en tout cas. Moi, j'ai vécu ma meilleure enfance ici. J'ai envie qu'elle connaisse ses grands-parents. La joie d'avoir ses grands-parents dans sa vie, c'est quelque chose de génial que moi, j'ai eu et que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Et puis voilà. Et puis tout mon quotidien est ici. J'ai mes repères. Toute ma famille est ici aussi. Donc c'est vrai que finalement toutes les parties de ma vie les plus importantes sont à Mada pour le moment. Maintenant, je suis pas fermée à l'idée de partir un jour si jamais l'occasion se présente, mais c'est pas si simple que ça parce que c'est une décision qui se prend en couple. Mais si jamais ça arrive, évidemment, on va en discuter et puis on verra. Mais je vois pas de grandes raisons de partir, à part peut-être des questions de santé ou des choses comme ça, mais je vois pas pour le moment je vois pas ce qu'on pourrait me dire pour me convaincre de partir. D'accord, parfait. Et la dernière question, c'est, écoute, là, c'est à toi de parler. Si tu as quelque chose à dire, à partager avec les auditeurs, un message à transmettre, voilà, ce que tu veux. Ouais, mais tentez l'expérience, tentez-le. L'essayer, c'est l'adopter. Est-ce que je veux dire ça? Non, mais c'est ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une expérience à vivre dans une vie. Personne n'a les pieds et les mains attachés à Mada. Si jamais ça marche pas, on peut toujours repartir. Parmi toutes les peurs qu'on peut avoir sur Mada, il y a énormément d'autres joies qu'on peut avoir, qu'on ne soupçonne pas parce qu'évidemment, on pense toujours au pire scénario. Et le pire scénario, souvent, n'arrive pas. Mais il y a beaucoup de joie à Mada, au fait. Donc, je pense que moi, ça en vaut la peine, en fait, tous les petits défauts que ça peut avoir. Comparé à toute la joie que j'ai ici, j'ai vite fait le calcul, quoi. Donc, j'espère que ceux qui y pensent écouteront ça et vont peut-être tenter l'expérience. D'accord, parfait. Écoute, merci beaucoup. On a bien entendu et puis en plus, ça vient de quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a vu beaucoup de pays. Donc, si tu dis que ça vaut le coup, on va peut-être y réfléchir à 2 fois. Ouais, je vous accueille à l'aéroport.
Ça marche. Merci Nouveau beaucoup, en plus, Lilia. hein, nouvel aéroport. Nouvel aéroport, oui, c'est vrai, j'en ai entendu parler. Bon, en tout cas, merci Ouais. beaucoup, Lilia. Et puis, je Merci à mettrai toi. dans les notes de l'épisode le lien de ton site si les gens veulent visiter le site de Ivana. Et puis, encore merci pour ton temps. Merci à toi. Ça y est, l'épisode est terminé. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Alors, quelques petites infos avant de vous quitter. Si vous souhaitez connaître un peu plus l'entreprise de Lilia, retrouvez le lien de son site dans les notes de l'épisode. Faites-y un tour, elle sera ravie de vous recevoir. Aussi, j'en profite pour vous demander de noter cet épisode sur votre plateforme d'écoute. Cela me permet de faire connaître le podcast. Et bien sûr, si le podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Malabar.